Donc, effectivement, je suis la responsable du centre de la douleur de l'hôpital Trousseau, où on a deux grosses activités. Une activité de consultation externe qui se répartit entre des maux de tête, on va dire, céphalée, migraine, et autres douleurs chroniques, des douleurs musculo-squelettiques, des douleurs abdominales, bref, toutes sortes de douleurs qui se prolongent de l'enfant. Et on a aussi une grosse activité d'unité mobile en intra-hospitalier où on se déplace dans les services. Alors, j'ai essayé de faire une présentation qui soit quand même suffisamment vulgarisée pour être comprise par des non-médecins, parce que j'avais compris qu'il y aurait aussi un public de non-professionnels de santé. J'ai laissé quand même du contenu médical. Bien sûr, ce n'est pas pour tout retenir, c'est surtout une base à la discussion. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre ou à me poser des questions, que ce soit par le chat ou tout autre moyen que le régulateur vous aura indiqué. Et j'ai commencé quand même par reparler quand même de la définition de la douleur. Il y a une association internationale de la douleur, je ne sais pas si vous le savez, qui est l'International Association for the Study of Pain. C'est intéressant parce que ça veut dire que tous les pays du monde quand même s'accordent à respecter un certain nombre de données connues et répandues par les études. Et il y a un site de cette association sur lequel vous pouvez aussi aller. Alors c'est en anglais, mais c'est un site qui est très riche. Donc la douleur, ça a été défini comme une sensation et une expérience émotionnelle désagréable. Et ça, c'est très intéressant. J'insiste un peu parce que la douleur, c'est une émotion. Et c'est même une émotion quand on fait, par exemple, de manière expérimentale, si on met des volontaires sains dans des situations désagréables, par exemple, on les affame, on les met dans un endroit où il fait très froid, bref, des stimuli tout à fait désagréables, et on leur provoque de la douleur, stimulus qui va mobiliser le plus de régions cérébrales et qui va vraiment focaliser le cerveau, c'est la douleur. Donc, c'est un stimulus absolument important et qui probablement aussi est né de manière, on va dire, phylogénique avec le développement de l'humain et des animaux. C'est-à-dire que c'est un signal. Et quand on a mal, tout notre cerveau est en éveil. Donc, c'est une sensation et une expérience émotionnelle désagréable en réponse à une atteinte tissulaire réelle ou potentielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a une fracture du bras, on a une atteinte tissulaire réelle, on a mal, mais on peut aussi avoir des douleurs. Et les gens comme ça sur la planète sont nombreux à avoir des douleurs avec des examens qui sont normaux. L'IRM est normal, etc. Cependant, les gens ont mal. Et cette définition a le bénéfice de dire que la douleur est ce que le patient dit qu'elle est. Voilà. C'est nous, avec ça, qu'on travaille dans les centres de la douleur. Alors, il y a 3 grands types de douleurs et j'ai essayé qu'on aborde un peu ces différentes douleurs parce que j'imagine que les patients qui vous préoccupent, ils se retrouvent dans ces 3 dimensions-là. La douleur aiguë, qu'elle soit liée à la pathologie en cause ou à la chirurgie ou à une situation de maladie. La douleur procédurale, qu'elle soit provoquée par un soin, mais provoquée aussi par la chirurgie. Et la douleur chronique, c'est-à-dire c'est une douleur qui est définie comme durant depuis plus de 3 mois, ou même un peu moins, mais en tout cas au-delà de la durée attendue, c'est-à-dire au-delà de ce que j'ai dit tout à l'heure, le rôle de signal. Donc, quand on a mal quelque part, c'est très important. La preuve en est que les quelques personnes qui ont la malchance d'avoir une insensibilité congénitale à la douleur, certes, n'ont pas de douleur somatique, mais en fait, se font des lésions absolument majeures puisqu'ils ne se rendent pas du tout compte quand ils se blessent ou quand ils se font un traumatisme. Donc, elle est utile, la douleur, mais elle est utile seulement si elle est brève en tant que signal d'alarme. Dès qu'elle a fait son rôle, notre rôle à nous, les professionnels de santé, c'est de la faire disparaître et non pas de la maintenir pour nous montrer je ne sais quel bénéfice. Donc, quelques rappels justement. On avait cette croyance ancienne qu'il y aurait des effets bénéfiques à la douleur. Et il y a encore des gens qui pensent ça. Ça peut être culturel, religieux, ou tout simplement des idées ancrées, un peu trop bien ancrées, comme quoi ça forgerait le caractère ou d'autres choses comme ça. Et en fait, toutes les études montrent complètement l'inverse. Ça ne forge pas du tout le caractère. Au contraire, avec
des imageries en IRM fonctionnel, par exemple, c'est-à-dire on voit pas, enfin, on voit la structure du cerveau, mais on voit surtout les zones du cerveau qui sont allumées. Eh bien, on se rend compte que quand les gens souffrent de douleurs répétées ou chroniques, eh bien, petit à petit, je vais vous montrer ça sur un schéma un peu simple après, au lieu que le cerveau régule ça, au contraire, le cerveau se retrouve petit à petit de plus en plus envahi avec de nombreuses zones cérébrales qui s'allument alors qu'elles ne devraient pas l'être. Donc, il y a des expériences comme ça en IRM fonctionnel et puis il y a aussi toutes les études sur la mémorisation de la douleur chez l'enfant. Je vous en montrerai quelques-unes et en particulier chez les plus petits, mais même chez des adultes, le risque de phobie des soins qui s'installe. Et cette histoire de sensibilisation centrale avec ces zones fonctionnelles qui sont tout à fait éclairées sur les images en IRM fonctionnel, mais qui correspondent aussi. On a des modèles animaux de douleurs chroniques qui montrent bien les récepteurs et tous les circuits neuronaux qui sont impliqués dans la boucle de la douleur chronique. Donc, ce n'est pas uniquement une vue de l'esprit des gens qui ont des douleurs chroniques. Donc, l'ancienne conception, elle était un peu comme ça, quelque chose de très simple. On a un stimulus douloureux quelque part sur le corps. Ce stimulus, on se disait, il monte au cerveau. Par exemple, quand j'ai fait mes études de médecine, c'est ça qu'on nous apprenait. Et ça arrive dans le cerveau, dans une zone assez connue, la zone de la sensibilité. Alors, en réponse, il y a une réponse motrice. Si je me cogne le doigt, je vais tout de suite retirer mon doigt. En réponse aussi, on savait quand même depuis longtemps qu'il y avait ce qu'on appelle des contrôles inhibiteurs descendants. Notre cerveau tente de limiter la douleur en limitant l'influx ascendant et en sécrétant en particulier des endorphines qui sont des morphines naturelles que notre corps sécrète. Donc, c'était une conception très basique, très simple, et on sait maintenant que dans la réalité, c'est plutôt ce genre de choses. Et c'est d'autant plus ce genre de choses que les stimuli nociceptifs se répètent. Donc, si on a une douleur une fois, ça va à peu près 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et quand on commence à être dans des stimuli douloureux répétés, mais ça va passer par tout un tas de zones centrales d'autres régions. Et ces régions, il se trouve qu'elles régulent aussi justement l'humeur, l'anxiété, la dépression. Et c'est pour ça que quand on a des douleurs répétées, bien très souvent, on a des troubles de l'anxiété ou de la dépression. Et à l'inverse, quand on est anxieux ou dépressif, on installe plus facilement des douleurs chroniques. Tout ça, bien sûr, c'est médié par des récepteurs, des neuromédiateurs qui sont dans cette boucle. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire, je l'ai mis là sur le côté gauche de la diapositive, c'est-à-dire tout le temps qu'on va passer avec les patients, et en particulier les enfants et leurs parents, à expliquer ce qui se passe, c'est-à-dire toute la cognition, tout ce qu'on va pouvoir faire pour moduler un peu et éviter justement que cette boucle d'amplification devienne trop terrible. Ce temps pris, il est vraiment majeur pour éviter l'installation de la douleur chronique. Donc, ça passe par de l'attention portée à l'enfant, des échanges, j'en parlerai longuement plus tard. On voit aussi que la cognition, c'est quelque chose de majeur. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple banal, on fait une prise de sang à un adulte, même s'il n'en a jamais eu, quand il rentre dans la salle, il comprend que ça va durer, il voit bien que ça va durer quelques instants, au pire quelques minutes, qu'on va lui mettre une aiguille, qu'on va lui prendre du sang, que ça va être fini. Mais quand on fait rentrer un enfant dans un box de consultation et qu'il voit des tuyaux, des tubes, etc., lui, il n'a aucune idée de ce qui va se passer. Il n'a aucun moyen donc de réguler tout ça. D'où l'importance en pédiatrie de prendre un temps très important d'explication aussi pour la durée et pour éviter que s'installe cette boucle terrible. Et un tout petit mot sur les nouveau-nés. Donc, les nouveau-nés, même prématurés, ressentent la douleur. Ça, maintenant, on le sait quand même depuis longtemps. Même déjà dès la 24e semaine d'aménorrhée, donc bien avant la naissance, toutes les voies ascendantes qui montent au cerveau sont matures. Par contre, le contrôle inhibiteur descendant que je vous ai montré tout à l'heure ne l'est pas. Lui, il ne sera mature que dans les semaines qui vont suivre la naissance de l'enfant. Ça veut dire qu'un bébé, le cerveau d'un bébé ne peut pas contrôler la douleur. Ça veut dire que les enfants, en fait, plus ils sont petits, plus ils ressentent de manière importante la douleur. 87 a publié un article, et donc c'est finalement pas si vieux que ça. Dans cet article, il a fait un truc terrible, c'est-à-dire qu'à l'époque, on endormait les bébés sans analgésie. On leur faisait juste des curares pour pas qu'ils bougent pendant l'intervention chirurgicale, et on leur mettait pas d'antalgique. Et il y avait beaucoup de bébés qui mouraient
Par exemple, là, c'était une opération du canal artériel, donc une opération, on va dire, dans la région du cœur, assez banale. Et beaucoup d'enfants mouraient ou avaient des morbidités très importantes. Et lui, ça a été le premier à dire il faut mettre des antalgiques puissants à ces bébés parce que c'est pour ça qu'ils vont mal. Et il a trouvé personne qui acceptait de mettre des antalgiques puissants, sauf un de ses amis qui a accepté. Et ils ont fait deux groupes. Un groupe de bébés qui étaient endormis sans rien, comme d'habitude, et un groupe de bébés qui étaient endormis avec du fentanyl, qui est un antalgique puissant, plus puissant que la morphine. Et en fait, très vite, ils ont dû arrêter leur essai parce que les bébés dans le groupe fentanyl allaient beaucoup mieux que les autres. C'est le premier qui a prouvé que si on faisait des antalgiques puissants à un nouveau-né, il allait mieux qu'un nouveau-né à qui on n'en faisait pas. Derrière lui, bien sûr, dans les années qui ont suivi, les 10-20 ans qui ont suivi, ont servi à renforcer un peu avec des études tout ça. C'est des études qu'on ne peut plus tellement faire maintenant, que je vous les montre. Et c'est dommage qu'on ne puisse plus les faire parce qu'en fait, toutes ces données, il y a beaucoup de gens qui ne les connaissent plus. Et là, par exemple, donc ils avaient fait 3 groupes de bébés, des bébés qui étaient, c'est des études américaines où les bébés sont circoncis à la naissance en maternité pour des raisons d'hygiène, pas du tout religieuses aux États-Unis, en tout cas pour la plupart. Et donc, il y avait un groupe d'enfants circoncis avec rien du tout, un groupe d'enfants circoncis avec de la crème EMLA, qui avait donc fait une anesthésie locale, et un groupe d'enfants qui avait reçu un placebo. Et puis ensuite, on ne s'occupait plus de ces enfants et on les retrouvait au 4e et au 6e mois pour leur vaccination habituelle. Et ils se sont rendus compte que les bébés qui avaient eu une circoncision sans antalgique pleuraient plus et plus longtemps pour leur vaccination que les bébés qui avaient eu une analgésie correcte. Ça a été une des premières études qui a montré, attention, un acte douloureux en période néonatale, ces bébés-là, 4 à 6 mois plus tard, ils ne sont pas pareils que les autres. Si on leur refait mal, ils vont pleurer plus. Donc, c'est des études historiques qui montrent à quel point la mémorisation d'un soin douloureux, même en période néonatale précoce, est retenue. Et dans les années qui ont suivi, il y a eu plusieurs études du même genre, y compris pour des choses banales, comme comparer des nouveau-nés qui naissent par voie basse normalement, des nouveau-nés qui naissent par césarienne, forceps. Et sur le même modèle, quand on les retrouve 2 mois plus tard, on les vaccine. Eh bien, dans le groupe forceps, la durée du cri est plus longue et les endorphines salivaires sont plus importantes. Donc, ce sont des bébés qui ont mémorisé le soin douloureux. De même pour des nouveau-nés de mère diabétique qui ont plein de dextro au bout du doigt qui leur fait mal ou au talon quand ils sont en maternité. Eh bien, quand on leur fait un prélèvement veineux plusieurs mois plus tard, ben, ces nouveau-nés, dès qu'on va prendre leurs membres pour nettoyer la peau, ils vont déjà commencer à crier parce qu'ils ont mémorisé les soins en période néonatale. Donc, quand on dit c'est rien, c'est un petit soin, c'est un bébé, il va oublier, c'est complètement faux. On n'a plus du tout besoin de le montrer. Et à contrario, cette étude, elle est intéressante parce qu'il y avait 2 groupes d'enfants, des enfants qui devaient avoir une chirurgie majeure en période néonatale, mais dont on s'est très bien occupé, c'est-à-dire on leur a fait une analgésie morphinique de bonne qualité et on a pris un groupe contrôle d'enfants qui n'étaient pas du tout opérés. Et sur le même modèle, eh ben, quand on les vaccine, alors là c'est même encore plus tard, à 15 mois et à 45 mois, eh bien, en fait il n'y a pas de différence entre les 2 groupes. Donc, moralité de l'histoire, si on doit faire des soins douloureux ou de la chirurgie aux enfants, si on fait une analgésie correcte, on gomme la mémorisation de la douleur. Si on n'en fait pas, c'est quelque chose qui va s'installer. Ça ne veut pas dire qu'ils auront des séquelles psychologiques terribles, etc. Mais il y a une mémorisation. Et chez les plus grands, c'est pareil. Là, c'est une étude chez des enfants qui avaient des cancers et qui devaient avoir des ponctions lombaires ou des myélogrammes. Ils ont fait 2 groupes. Un groupe d'enfants qui est, dès le premier soin, ils leur faisaient du fentanyl. Alors ici, on ne fait pas ça en France, mais eux, ils faisaient comme ça. C'est donc un morphinique puissant. L'autre moitié d'enfants, ils ne leur faisaient rien pour le premier soin. Et par contre, tous les soins qui suivaient, tous les enfants avaient du fentanyl. Donc la seule différence, c'était que le premier soin avait été très douloureux dans le premier groupe et Charles dans le deuxième groupe. Eh bien, le groupe qui avait raté le premier soin, ils n'ont plus jamais rattrapé en termes de qualité les suivants. Ça veut dire qu'il faut surtout faire attention au premier soin, parce que parfois, on entend
souvent, on entend ça à l'hôpital, bon, mais c'est pas grave, c'est une fracture une fois, c'est un pansement une fois, ça se passe pas bien, mais ça sera vite fait. Mais non, parce qu'après, si le premier s'est mal passé, on va avoir du mal à le rattraper. Et vous voyez surtout du mal à le rattraper dans le groupe des enfants de moins de 8 ans. C'est en lien toujours avec cette histoire de cognition. C'est-à-dire, si on prend des enfants plus grands et qu'on leur dit, bon, écoute, on est désolé, le premier soin, on a raté, ça t'a fait mal, mais à partir de maintenant, on va faire bien. Eh ben, on peut rattraper les choses. Mais chez les plus petits, ça s'engramme un petit peu plus. Voilà. Alors, on peut quand même le rattraper. Cette étude-là, elle le montre. Là, c'était 24 enfants qui refusaient les soins. On ne pouvait plus rien leur faire parce qu'ils avaient eu déjà trop de choses. On leur a fait pendant un ou plusieurs soins une sédation avec un médicament qui calme, le midazolam, et plus ou moins de la kétamine, pour pouvoir faire des soins dans les bonnes qualités. Et puis, finalement, les enfants ont accepté de refaire les soins. Donc, ça veut dire que si à un moment, les choses avec un enfant, ça n'est pas foutu, il faut arrêter que ça se passe mal, faire des soins dans de bonnes conditions, et ça, on le voit au quotidien dans notre hôpital. Ensuite, on peut reprendre les soins. Les enfants peuvent quand même comprendre qu'à partir de maintenant, on va faire mieux. Voilà. Et pour finir, quelques études sur les liens, parce que ça, on l'entend tout le temps, entre l'anxiété et la douleur. On nous dit tout le temps, oui, mais il crie parce que c'est pas qu'il a mal, c'est qu'il a peur. Quelle est la peur? Quel est le poids de la peur et quel est le poids de la douleur? Et en fait, l'anxiété, bien sûr qu'elle va majorer la douleur, mais il faut la prendre en compte pour elle-même. Si des enfants sont anxieux au moment d'un soin, quand 2 mois plus tard, on leur demande « Tu te rappelles, tu avais eu mal à combien le jour du soin ?» Ils vont donner une note plus élevée que ce qu'ils ont mis le jour du soin. Donc, ce qui compte, ce n'est pas tellement finalement ce qui se passe, mais ce qu'ils vont retenir de ce qui s'est passé. Donc, toutes ces raisons-là, c'est vraiment ce pourquoi il faut plutôt utiliser trop avec les enfants que pas assez, en fait. Donc, en résumé, il y a une mémoire de la douleur qui est là dès la naissance. Elle va se potentialiser avec l'anxiété et finalement, peu importe que l'enfant soit plus anxieux, plus douloureux, l'important, c'est de repérer s'il y a les deux et de s'occuper des deux. Les premiers soins sont primordiaux et c'est pour ça qu'il faut protocoliser la prise en charge dès ce moment-là. Donc, plus il est petit, plus il est anxieux. Plus le contexte familial, souvent on dit ah oui, mais lui, il crie parce que sa mère est anxieuse. Les mères, elles ont toujours la responsabilité de l'anxiété de l'enfant. Mais premièrement, c'est peut-être pas vrai. Deuxièmement, même si c'est vrai, en disant mais moi je lui fais rien parce que de toute façon si je fais sortir sa mère ça ira mieux, c'est parce qu'elle est là, c'est parce qu'elle est anxieuse qu'il a mal. Mais s'il y a ce climat d'anxiété, c'est pas en faisant sortir la mère que l'enfant aura moins mal, peut-être qu'il pleurera moins ce jour-là, parce que ça c'est connu que les enfants laissent montrer plus leurs émotions en présence de leur famille. Mais si on fait sortir sa mère ce jour-là, je ne vois pas en quoi ça va régler. Il n'y a aucune étude qui montre que ça va régler les choses, au contraire. Le risque, c'est que même s'il pleure moins ce jour-là, ce n'est pas pour autant que ça se passera mieux pour la suite. Donc, plus on a l'impression qu'on est dans un contexte d'anxiété, un contexte psychosocial difficile, plus il faut s'en occuper au lieu d'en faire moins. Voilà. Donc, dans les dates mémorables, il y a l'arrivée de la crème EMLA en 1992 et du Méopa en 1995. Alors, le Méopa, c'est le mélange oxygène et protoxyde d'azote. Le Méopa, c'est un miracle en pédiatrie. C'est un médicament. Alors, en ce moment, il est un petit peu décrié. Il y a des gens qui disent ça fait des trous dans la couche d'ozone, toutes sortes de choses comme ça. Ça donne des addictions. Alors, le trou dans la couche d'ozone, quand on regarde sur les diapositives, la proportion du protoxyde d'azote médical dans le trou dans la couche d'ozone, c'est 1/1000e du trou dans la couche d'ozone. Donc, c'est un argument qui est vraiment fallacieux. Et les addictions homéopathes, c'est très difficile de trouver des vraies addictions homéopathes, mais c'est le protoxyde d'azote qui est dedans. C'est un gaz. C'est un médicament qui a une action antalgique et une action anxiolytique. Alors, bien sûr, quand un enfant est anxieux et douloureux,
eh bien, parfois, il réclame l'homéopath, mais ce n'est pas parce qu'un enfant réclame l'homéopath qu'il a une addiction au homéopath. Et là-dessus, il y a beaucoup de travaux aussi. Et moi qui côtoie l'homéopath, comme tous mes collègues à Trousseau depuis 25 ans, on ne peut pas fonctionner sans l'homéopath pour faire des soins en pédiatrie, c'est impossible. Et si un enfant réclame du homéopath, c'est peut-être qu'il faut s'occuper de son anxiété et de sa douleur. Et chaque fois qu'on fait ça et qu'on nous signale des enfants qui réclament l'homéopath, quand on les voit en consultation, on arrive très facilement à avoir une désescalade si on arrive à comprendre ce qui leur arrive. Et je voudrais juste signaler ici qu'il ne faut pas confondre le méopa, qui est le mélange 50% d'oxygène, 50% de protoxyde d'azote, avec le protoxyde d'azote pur que les adolescents utilisent dans des petites capsules que vous voyez peut-être par terre dans les rues de Paris pour ceux qui habitent Paris, à visée hilarante, puisque c'est effectivement, on l'appelle le gaz hilarant. Et là, c'est du protoxyde d'azote pur et bien sûr, c'est utilisé à visée récréative, comme tous les médicaments psychotropes possiblement. Voilà. Mais ce qu'on utilise à l'hôpital, ce n'est pas du protoxyde d'azote pur, c'est un mélange 50% d'oxygène, 50% de protoxyde d'azote. Dans les autres choses très importantes, anciennes aussi, et c'est pour ça que je le redis, parce qu'il y a beaucoup de petits moyens simples qui sont sous-utilisés. C'est une étude qui avait été publiée en 2003, il y en a eu plusieurs comme ça dans le monde. On faisait des ponctions veineuses à des nouveau-nés, et donc soit on les mettait dans les bras de la maman, ce qui est gentil, mais pas très efficace sur la douleur, puisqu'on voit qu'ils avaient des scores de douleur très élevés, entre 9 et 10. Soit on leur donne un placebo, et bien sûr, chez le nouveau-né, le placebo ne marche pas. Soit on les met au sein de leur maman pendant la ponction veineuse, et là, on voit que c'est très efficace, puisque la médiane du score de douleur, c'est 1 sur 10. Ou alors, on leur donne un mélange de solution sucrée à 30% et succion de la tétine. Et ça aussi, c'est efficace avec un score médian à 3 sur 10. Donc, dans les petits moyens, dans les premiers mois de vie, qu'on oublie un peu trop, c'est de faire les soins douloureux au sein de la maman ou de donner au bébé à téter une solution sucrée qu'on met sur la langue. C'est bien par l'absorption par la langue et l'effet de succion de la tétine qui est efficace et non pas de donner du sucre à avaler au bébé. Alors, maintenant qu'on a passé ça, la deuxième partie que je voudrais discuter avec vous, c'est que, en fait, il n'y a pas une douleur, mais des douleurs. Et au-delà de la localisation de la douleur ou de la maladie, ce qui est très important, c'est la chronologie de la douleur. Donc, il y a la douleur aiguë. Cette douleur, le but, c'est de la traiter très rapidement. Et pour ça, je vais le détailler un petit peu après. Franchement, actuellement, on a toute la pharmacopée nécessaire. Ce n'est pas très difficile. Il y a des situations difficiles, des situations très complexes, mais c'est quand même rare. Et le plus souvent dans la douleur aiguë, avec ceux dont on dispose en France, franchement, on doit pouvoir se débrouiller. Il y a la douleur provoquée par les soins. On sait qu'on va faire mal à l'enfant. C'est prédictible, on sait que ça va arriver. Ce n'est pas la peine d'attendre le jour J pour se rendre compte qu'on va faire mal à l'enfant. Ça s'appelle anticiper. Ça veut dire qu'il faut protocoliser, bien sûr, les soins douloureux selon la douleur attendue, avoir déjà prévu quelque chose. Et si on rate son coup, comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien pour éviter que ça se pérennise, plutôt que de reprévoir à nouveau les soins suivants de la même façon, eh bien tout de suite pouvoir rebondir sur un protocole évolutif. Et puis ensuite, on arrive sur la douleur qui se prolonge ou se répète. Et j'imagine que dans votre domaine, là, cette journée tête et cou, là, j'ai regardé le programme et j'ai vu toute la complexité aussi des pathologies qui sont là-dedans. Moi, ce n'est pas mon domaine. Mon domaine, c'est les douleurs répétées, mais je vois des enfants qui ont toutes sortes de choses. Et je me dis que les enfants dont vous vous occupez, ben forcément, ils sont dans ces paquets-là. Ils ont des chirurgies à répétition, ils ont des soins à répétition, ils ont tout un tas de choses. Et donc, ils sont plutôt dans des douleurs répétées, voire prolongées, voire à risque peut-être pour certains d'arriver dans les douleurs chroniques, qui durent donc au-delà de la durée attendue. Et là, en fait, quand on arrive là, on n'est plus dans la situation de je fais de la morphine parce que je suis en post-opératoire.
on est dans des situations complexes et où il va falloir faire des prises en charge vraiment plurimodales. Donc, juste un mot pour la douleur aiguë. Actuellement, je vous ai parlé un peu des petits moyens, on va dire ce que j'appelle les petits moyens, les choses assez simples à mettre en place. La crème EMLA pour tous les soins, les solutions sucrées, l'allaitement, le Méopa. Pour toutes les douleurs, hein, j'ai mis des exemples, les douleurs aiguës, des otites, des gingivostomatites, des fractures, bref, tout le paquet qui est là. Moi, j'appelle ça le paquet un peu facile. Il y a des protocoles, il y a des guides de traitement, il y a d'innombrables sites qui disent quoi faire, il y a d'innombrables études. On a absolument tout ce qu'il faut pour s'occuper de ça. Normalement, on ne devrait pas tellement avoir de raison que ici, dans ce paquet-là, ça se passe tellement mal. Voilà. Et si ça se passe mal, alors il faut tout de suite appeler pour que ça soit rectifié immédiatement. Et pour les antalgiques, j'ai fait un petit tableau pour montrer un peu la problématique dans laquelle on est. En France, on n'a pas 50 000 médicaments disponibles. Donc, il y a ce qu'on appelle les médicaments de palier 1, le paracétamol, hein, le Doliprane, Dafalgan et compagnie. Ce médicament-là, il n'est pas très puissant. Donc, il doit être utilisé pour les douleurs faibles ou modérées. Pour une douleur intense, il trouve sa place, mais il ne sera jamais suffisant. Ce médicament-là, c'est un des seuls qui a une AMM, ça veut dire une autorisation de mise sur le marché dès la naissance. Le stade au-dessus, c'est l'ibuprofène. Alors, en France, on a une petite ibuprofénophobie. Voilà. On a peur de l'ibuprofène. On en a peur, mais beaucoup plus que tous les autres pays du monde. Toutes les publications le montrent. C'est un hyper bon médicament de la douleur, en particulier dans la traumatologie, en particulier en chirurgie, parce que c'est comme c'est un anti-inflammatoire, on a peur de son effet anti-agrégant plaquettaire et on dit qu'il peut faire saigner en opératoire. Mais en fait, les études montrent que même, par exemple, pour une amygdalectomie, si on met des enfants sous anti-inflammatoire, ils ne saignent pas plus. Alors, il y a des précautions d'emploi, en particulier en cas d'infection. Et on l'a vu là avec le coronavirus, hein, à quel point on a tous dit, attention, il ne faut pas donner d'ibuprofène. Bien sûr, il ne faut pas donner d'ibuprofène de manière prolongée, mais donner d'ibuprofène pendant 24, 48, 72 heures, même en période de coronavirus, ça n'est pas insensé. Et c'est un bien meilleur antalgique que le paracétamol dans bon nombre de situations. Et ensuite, on arrive, c'est un peu fini, il y a d'autres anti-inflammatoires en fait, mais qui n'ont pas prouvé être meilleurs, avoir ce qu'on appelle un meilleur bénéfice-risque que l'ibuprofène. C'est vraiment l'anti-inflammatoire de référence en pédiatrie. Et je n'ai bien sûr rien à voir avec le laboratoire d'ibuprofène. Hein. Je ne vends pas d'ibuprofène. On me dit souvent que j'en fais de la pub. On fait de la pub parce que c'est un bon antalgique. Et ensuite, eh bien, on arrive dans les morphiniques. Tous les autres qui restent, Nubin, beaucoup utilisé dans les hôpitaux, Tramadol, codéine et morphine sont tous des morphiniques. Et en pédiatrie, souvent, on a eu peur pendant longtemps de prescrire de la morphine. Alors, on prescrivait de la codéine et maintenant, on prescrit du tramadol en se disant ce n'est pas un morphinique. Mais si, ce sont des morphiniques qui ont tous les mêmes avantages et les mêmes inconvénients que la morphine. Donc, les intermédiaires, on les appelle les paliers 2, qui sont le tramadol et la codéine. Ils servent donc pour les douleurs modérées à intenses. Et vous voyez que eux, par contre, leur âge d'utilisation, c'est 3 ans pour le tramadol et 12 ans seulement pour la codéine. Ça veut dire qu'un enfant de moins de 3 ans qui a une douleur intense, soit on n'utilise que ça et dans ce cas-là, on le laisse souffrir, soit on doit utiliser de la morphine qui, elle, est autorisée dès la naissance. Pourquoi elle est autorisée dès la naissance? Eh bien, la morphine a un métabolisme qui est très connu, qui est bien déterminé et qui est égal. C'est-à-dire, on donne de la morphine, c'est le produit fini. Alors que quand on donne de la codéine ou du tramadol, quand l'enfant avale de la codéine ou du tramadol, ça va être transformé dans son corps par tout un petit cycle métabolique. Et cette transformation, en fait, elle est variable d'une personne à l'autre. Donc, à dose égale administrée, le résultat ne sera pas le même. Alors que si on donne une quantité de morphine X, la quantité de morphine qui arrive dans le sang, elle est Y pour tout le monde. Donc, ce sont des antalgiques qui sont bien connus,
et qui reste encore un petit peu sous-utilisé, je pense, à tort. Voilà. Et je vous rappelle qu'on parle là de douleur aiguë, parce que le risque des morphiniques, c'est dans la douleur chronique. On va en parler après quand on arrivera à la douleur chronique, ce n'est pas dans la douleur aiguë. On ne devient pas dépendant de la morphine si on en prend en post-opératoire, on ne devient pas dépendant de la morphine si on en prend pour un soin douloureux. Et ce sont des domaines où les posologies sont bien connues, la surveillance de l'enfant nécessaire est bien connue, c'est bien cadré. Et donc, ce sont des domaines où il ne faut pas hésiter justement à les utiliser pour pas que s'installe ensuite ce cycle de la douleur chronique. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent poser des questions sur les antalgiques. Ma question, c'est par rapport au co-d'enfant, qui est la codéine, que moi, ma fille, elle a pris des bouteilles de co-d'enfant jusqu'à l'âge de 5 ans. En gros, une bouteille tous les 10 jours, vous voyez, c'était un peu ça. Donc là, quand je vois que c'était marqué, vous précisez à partir de 12 ans, si je comprends bien, la codéine, je me demandais si effectivement vous pensiez qu'il y avait la possibilité d'avoir une dépendance au co-d'enfant. Donc, je ne sais pas quand est-ce que votre fille a été, j'imagine qu'elle est plus grande maintenant. C'était il y a 13 ans. C'est ça. Parce que la codéine, en fait, jusqu'en 2013, Oui, avait une autorisation d'utilisation dès 1 an. voilà. Et puis ensuite, il y a eu des études qui ont montré que la variabilité chez les enfants d'absorption de la codéine était beaucoup plus importante qu'on pensait. On le savait en fait, mais on ne le savait pas très bien. Il y a eu quelques incidents avec des enfants qui ont fait des surdosages de codéine avec des doses normales administrées. Et on a commencé à comprendre que parfois, quand on donnait de la codéine, pour certains enfants, c'était trop, ils risquaient des surdosages, et pour d'autres, qui étaient la majorité d'entre eux, ils avaient plutôt des sous-dosages. Et ça a été les débuts de se dire, mais il faut peut-être qu'on arrête d'utiliser tant la codéine et qu'on utilise plus la morphine qui est le produit fini. Oui. On va donc remonter l'âge d'administration de la codéine en France à 12 ans parce que les surdosages avaient lieu surtout chez des enfants petits. Oui, en fait, elle a eu le reste, un tramadol, morphine, etc. avant, Oui. mais c'était vraiment le co-d'enfant qui était problématique. Et si je peux me permettre, puisque j'ai pris Oui. la parole, par rapport au service, par exemple, à l'hôpital Trousseau, vous formez les infirmiers, les médecins en interne dans les services, parce qu'à l'époque, Mm. bon, et d'autres parents, en tant que président d'Assos, me rapportent que on ne prend pas en compte la douleur, on n'entend pas les parents sur le fait, effectivement, on fait beaucoup culpabiliser les parents, je pense, par rapport à ça. Mm. Vous intervenez dans les services où c'est une Alors, demande oui, ponctuelle. donc, alors pour les formations, en fait, on fait des formations pour les infirmières et pour les médecins. Début de semestre, chaque fois que les nouveaux internes arrivent, tous les 6 mois, là, vous avez l'habitude que les internes changent. Et pour les infirmières, on fait 1 ou 2 formations par an qui durent 1 à 3 jours. Ça dépend un peu des capacités des cadres à libérer leur. Ça, c'est les formations sur site. Il y a une chose qui a beaucoup changé, c'est l'obligation de former les médecins à la douleur. Et à l'époque dont vous parlez, il n'y avait pas encore beaucoup d'heures de cours sur la douleur de l'enfant dans les facultés de médecine. D'ailleurs, je précise que l'enseignement de la douleur est devenu obligatoire dans les facultés de médecine depuis une vingtaine d'années, mais par contre, le nombre d'heures dédiées à la pédiatrie est libre de choix pour chaque doyen de fac. Donc en France, il y a des facs dans lesquelles l'enseignement de la douleur de l'enfant, ça peut être rien, ou une demi-heure ou 1 heure. Et il y a d'autres facs, comme par exemple la fac dans laquelle nous sommes, avec laquelle on travaille du coup depuis 20 ans pour éviter ce que vous racontez qui est arrivé à votre fille il y a quelques années, pour qu'ils aient tous au moins 4 heures sur la douleur de l'enfant.
Et depuis maintenant 6 ans à peu près, les internes de pédiatrie ont en plus une demi-journée entière de formation uniquement sur la douleur de l'enfant. Donc ça a beaucoup progressé. C'est insuffisant encore parce que c'est vrai que la douleur, c'est au quotidien dans les hôpitaux et je sais qu'on devrait en faire encore plus, mais c'est mieux que ce que c'était. Et à l'époque dont vous parlez, même si on commençait déjà à former les jeunes internes, c'était plutôt en fait les seniors qui, eux, n'étaient pas encore formés. Et ça reste encore le problème. Finalement, les jeunes maintenant sont mieux formés que les plus anciens parce qu'ils ont eu la chance d'avoir accès à ça. Et c'est vrai qu'il y a encore, d'abord, c'est pas parfait. Pas parfait, ça ne peut jamais être parfait. Il y a des situations qui sont délicates, mais je sais qu'on pourrait faire mieux encore. Et puis, il y a d'autres lieux de formation, je vais vous en parler un petit peu à la fin, j'ai prévu de le faire. Et juste pour rebondir sur l'histoire de la dépendance dont que vous avez questionné pour votre fille, je ne sais pas si elle était dépendante de la morphine, je n'ai pas l'impression de ce que vous racontez. Ça pourrait être intéressant qu'on en rediscute en aparté si vous le Oui, souhaitez. je veux bien. Ce n'est pas exclu qu'elle ait plutôt été douloureuse, et ça, on le voit par exemple dans le service de néonat, où maintenant qu'on administre de la morphine en période néonatale, en post-opératoire, les infirmières disent que l'enfant reconnaît la seringue de morphine. Parce qu'il sait, je pense que c'est l'antalgique qui arrive. Ouais. Et on ne voit pas ensuite d'enfants, par exemple, moi je n'ai jamais vu avec tout ce temps, en tout cas chez les enfants petits ou en post-opératoire comme ça, des enfants qui continuaient à réclamer un antalgique quand la douleur était finie. Voilà. C'est un peu différent dans les douleurs chroniques des adolescents. C'est pour ça que j'ai fait un deuxième paquet pour bien séparer ça. Parce qu'il y a les éléments émotionnels, il y a le moral qui commence à se débiner avec. Et bien sûr, les antalgiques puissants, comme tous les psychotropes, ils agissent au niveau du cerveau. Ce qu'ils enlèvent, en fait, ils diminuent le seuil de la douleur, mais ils diminuent surtout le caractère qualitatif émotionnel de la douleur. Et on a beaucoup d'enfants qui nous disent « j'ai mal au temps, mais ça me fait moins mal. » Voilà, je le ressens moins. Merci. Merci beaucoup. Alors, juste avant de repartir, on a une ou deux petites questions. Donc, une de Régine qui se demande comment est-ce qu'on peut déterminer le degré de douleur d'un enfant. C'est vrai que je n'en ai pas parlé. Je m'en suis rendu compte hier soir. J'avais préparé du coup ça petit à petit depuis qu'on m'a demandé de participer. Hier soir, en le redisant, je me suis dit, mais alors vraiment, c'est la première fois que tu parles de la douleur et tu mets rien sur l'évaluation de la douleur. Donc, merci de la question. C'est un manque, ouais, c'est un trou dans mon diaporama. Donc, il y a beaucoup d'études depuis toutes ces années. Donc, on dit qu'à partir de 4-5 ans, l'enfant peut commencer à évaluer lui-même sa douleur, c'est-à-dire c'est le début de l'auto-évaluation, on appelle ça. Et il y a des échelles d'évaluation qui ont été mises en place. Donc voilà, ça c'est l'échelle des 6 visages. C'est l'échelle d'auto-évaluation qu'on peut utiliser au plus jeune âge. On dit à partir de 4-5 ans. Donc en fait, on montre aux enfants et on lui dit, il y a une consigne, on lui dit, ce sont des bonhommes qui ont mal. Donc celui-ci n'a pas mal. Ceux-là ont mal de plus en plus. Et celui-ci est celui qui a le plus mal. Est-ce que tu peux me montrer le bonhomme qui a mal autant que toi? Donc, souvent, les enfants le comprennent bien et les parents, eux, se mettent à regarder le visage que fait l'enfant. Alors qu'en fait, ce n'est pas ça qu'on demande, puisque ces dessins ont été faits par une équipe américaine, l'équipe de Madame Goodinoff, qui travaille sur la douleur de l'enfant depuis 30 ans maintenant. Elle a fait dessiner à des enfants, représenter leur douleur, et ensuite elle a numérisé tous ces dessins, et ils ont travaillé avec toute une équipe d'écologie, de développement de l'enfant, et ils ont sorti ces visages-là. Donc vous voyez qu'ils ne sont pas très beaux. Et il y a plein de labos qui distribuent d'autres échelles de visage, dont le premier, avec des trucs beaucoup plus sympas comme des smileys. Le premier rigole et le dernier pleure. Et en fait, ce n'est pas tout à fait pareil parce que vous et moi, là, par exemple, j'espère que beaucoup d'entre eux, vous n'êtes pas trop douloureux.
Et ce n'est pas pour autant que vous êtes en train de vous marrer tout le temps. Et puis, on peut aussi avoir très mal et ne pas pleurer. Donc, voilà, il est recommandé d'utiliser des visages le plus neutres possible et l'enfant s'y repère bien. Alors, en situation de douleur aiguë, ce n'est pas très facile. Si on fait ça aux urgences avec un enfant qui n'a jamais eu mal, qui ne connaît pas l'hôpital et qu'on lui montre ça, il ne va pas forcément adhérer. Il faut un petit temps d'adaptation. Mais dès 5 ans, la plupart des enfants comprennent ça très bien. À partir de 6 ans, on peut leur montrer cette échelle-là. C'est le gold standard de l'évaluation. C'est une échelle visuelle analogue. Il y a un petit doigt en bas qui montre la douleur. Chez l'adulte, c'est un trait horizontal, comme ça, de gauche à droite. Mais en fait, pour les enfants, plus c'est grand, plus c'est haut et plus c'est large. Donc, pour l'enfant, l'échelle validée, c'est ce triangle-là. Et on lui dit, ben, en bas, c'est quand on a pas mal du tout. Est-ce que tu peux montrer avec ce petit doigt endroit où tu as mal? Et on peut aller jusqu'en haut. En haut, c'est la douleur la plus forte possible. Et à ce moment-là, derrière, le soignant, lui, a une note entre 0 et 10. J'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, derrière les visages, c'est pareil. Le premier visage, c'est 0, le deuxième, c'est 2, le troisième, c'est 4. Donc, quand l'enfant montre, le soignant, lui, a une note derrière qu'il retranscrit entre 0 et 10. Et à partir de 8 ans, il y a un truc très facile, c'est de demander à l'enfant une note entre 0 et 10. Voilà. Même si l'enfant sait compter avant, parce que les enfants, ils savent compter dès 4 ans, ou même des fois avant, ils disent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais ce n'est pas parce qu'ils connaissent les chiffres qu'ils ont compris que le 4, c'est 2 fois 2, etc. Donc la note, c'est vraiment à partir de 8 ans. Et du coup, avant qu'est-ce qu'on fait? On regarde l'enfant, on l'observe, on regarde son visage, on écoute ce qu'il dit. Est-ce qu'il geint? Est-ce qu'il pleure? Est-ce qu'il dit qu'il a mal? On regarde les mouvements de son corps et on regarde la façon dont on peut le consoler ou non. Et avec ça, il y a plusieurs échelles qui ont été faites. Tous ces différents items, on les code. Et ça donne une note soit sur 10, soit sur 15 selon les échelles. En France, on a maintenant une échelle d'évaluation qui est géniale, qui s'appelle Evandol, que je vais vous montrer aussi. Donc, ça se représente comme ça. Vous voyez, on a différents types d'items. On observe l'enfant et on coche ce qui correspond le plus à l'enfant. Cette échelle Evandol, ce qu'elle a de génial, c'est qu'elle va de 0 jusqu'à 8 ans. Donc, en tout cas, jusqu'à l'âge de l'auto-évaluation. Elle est très simple à faire. Tout le monde peut la faire, y compris les parents pourraient la faire. Il n'y a pas besoin de connaître l'enfant avant. Et elle sert pour toutes les situations. Douleur aiguë, douleur prolongée. Donc là, je vous la montre sur un papier, mais les soignants ont dans leur poche une petite réglette qui est sur le même modèle que ça et sur laquelle ils peuvent du coup regarder l'enfant. Normalement, les infirmières dans les services, enfin on essaye dans notre hôpital en tout cas, que toutes les infirmières aient dans leur poche un petit kit avec une échelle de visage, une EVA, une Evandol. Voilà. Et puis maintenant, l'accréditation nous a beaucoup aidés. C'est le système qui surveille un peu nos hôpitaux et la qualité de nos soins. Et comme dans les critères d'accréditation, la douleur fait partie des critères exigibles, du coup, ça a obligé un peu de manière administrative pour que les hôpitaux aient une bonne note. Ça oblige un peu à évaluer la douleur. Et donc, ce qui est demandé, c'est que tout enfant hospitalisé soit évalué au moins une fois à l'entrée et puis ensuite réévalué régulièrement au fur et à mesure de son hospitalisation, selon ce qu'on observe. Bien sûr, s'il n'a pas mal du tout, bon, au bout d'un moment, on va arrêter. S'il fait du vélo dans le couloir, peut-être arrêter de faire des évaluations. Alors, un petit mot, je ne m'étends pas trop parce que je sais que quelqu'un va parler d'hypnose, mais c'était juste pour dire que les moyens non médicamenteux sont tout aussi importants que les moyens médicamenteux. Relaxation, hypnose médicale, c'est ce qu'on appelle l'hypnoanalgésie. Je peux vous indiquer là un manuel pratique d'hypnoanalgésie qui est génial, qui est disponible à l'association Sparadrap, dont je vais vous parler tout de suite après, qui a été écrit par une infirmière douleur qui est devenue maintenant aussi docteur en philosophie des soins et qui pratique beaucoup l'hypnoanalgésie en pédiatrie. Dans ce petit livre, il y a plein de petits scripts d'histoires qu'on peut raconter à l'enfant et qui sont des histoires qui mettent l'enfant dans un état hypnotique.
Donc, bien sûr, si on veut être un grand hypnothérapeute, il faut faire un DU, faire des études, etc. Mais il y a des formations courtes et il y a des petits scripts tels qu'ils sont nommés dans ce livre qui sont déjà très utiles pour soutenir une séance de soins avec un enfant. Dans les moyens plus simples, bien sûr, tous les moyens de distraction sont très utiles. Alors avant, en pédiatrie, on disait, oui, mais bon, c'est pour jouer avec l'enfant. Oui, c'est pour jouer, mais ça fait... Et les études en IRM fonctionnelle, elles le montrent aussi que si on focalise l'attention d'un enfant sur quelque chose, bien sûr que le reste de son cerveau va se retrouver détourné. Donc, plus l'enfant est petit, plus il est capté dans ces systèmes de distraction, et mieux c'est. Mais comme vous voyez sur la plupart de ces documents, la distraction, ça ne vient pas tout seul, ça vient aussi avec quelqu'un qui focalise l'enfant dessus. Donc, ce n'est pas uniquement je lui donne un truc et je le laisse tout seul dans sa chambre. C'est je suis un soignant et j'aide l'enfant à l'utiliser. Un petit mot sur la présence des parents, mais bien sûr, je sais que vous êtes convaincus. Aucune étude ne montre que la présence des parents majore la douleur de l'enfant. Au contraire, toutes les études qui ont été faites, et il y en a plein, montrent que c'est utile pour limiter l'anxiété de l'enfant. Ça ne nuit pas à la performance du geste. On est allé regarder ça, si les infirmières rataient plus en présence d'un soignant ou pas, elles ne ratent pas plus. Et bien sûr, quand on accueille des parents pour un soin, en particulier si c'est des soins un peu délicats ou un peu impressionnants, le parent doit être averti de ce à quoi il va assister, de la façon dont le soin va se dérouler. Et surtout, ce qui a été montré, c'est que si on accueille un parent et qu'on ne lui donne pas un rôle à faire, il ne sait pas trop quoi faire dans la salle. Donc, selon son niveau de connaissance, selon sa personnalité, eh bien, il va soit rien faire et se mettre dans un coin en n'osant pas bouger, se sentir démuni, soit vouloir participer aux soins et ce n'est pas tout à fait ce qu'on lui demande, soit tenir son enfant et ce n'est surtout pas ce qu'on lui demande, soit gêner l'infirmière par des questions ou en commençant à dire pourquoi vous utilisez telle aiguille, mais là vous allez lui faire mal ou je ne sais quoi, comme on le voit parfois aussi. Donc, à l'inverse, si on accueille le parent en étant préparé à ça, qu'on lui explique ce qu'on attend de lui, voilà ce qui va se passer, voilà, je vous propose de vous installer, comme on voit là, et Sparadrap a beaucoup illustré, vous installer à la tête de votre enfant, dites-nous ce qu'il aime faire, dites-nous ce qu'on peut faire à votre avis pour l'aider, pour le soulager. Le parent va pouvoir déployer toute sa créativité pour chanter, raconter une histoire ou participer à je ne sais quelle distraction pour l'enfant. Alors là aussi, je vous renvoie au site Sparadrap que je vais vous montrer après, qui a fait toute une série de fiches absolument géniales sur des moyens antalgiques pour l'enfant et comment le parent peut participer à ça et comment on peut s'installer. Et vraiment, il y a des équipes qui font des choses fantastiques avec des échographies qui sont faites. Le parent est allongé sur le parent et on fait l'échographie sur le ventre du parent. Enfin, il y a tout un tas de systèmes qui sont vraiment, il y a des équipes qui déploient une créativité incroyable. Alors, donc, on va finir avec la douleur chronique, puis après, je vous montrerai les sites de référence pour que vous puissiez retrouver tout un tas d'infos. Donc, les douleurs récurrentes ou chroniques, on se rend compte, les études le montrent, que les médicaments se trouvent débordés dans ces situations-là. Si je donne de la morphine à un adolescent qui vient me voir parce qu'il a mal à la jambe depuis 3 ans, je ne vais pas y arriver. Alors que si je lui donne de la morphine parce qu'il a mal à la jambe depuis hier, je vais y arriver. Pourquoi je ne vais pas y arriver? Parce que c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur le système intracérébral. On n'est plus dans un signal simple où la morphine trouve toute sa place. On est dans un signal où toute ce qu'on appelle maintenant la pain matrix, c'est-à-dire tout un tas de zones du cerveau sont éclairées, sont dans cette boucle de douleur chronique, et la morphine, ça ne va être vraiment qu'une goutte d'eau dans un océan. Donc, c'est des situations complexes, ce sont ces situations qui nécessitent une évaluation, on appelle ça biopsychosociale, c'est-à-dire qu'il faut retracer toute l'histoire, arriver à comprendre ce qui se passe pour l'enfant. Le plus souvent, on a des facteurs psychologiques majeurs qui sont associés là. Ils en ont ras-le-bol, ils ne peuvent plus supporter leur maladie, leur situation, ils sont super angoissés, super déprimés, ils ratent l'école.
Et on comprend bien que la morphine là-dedans ne va pas y arriver toute seule. Donc, autant tout à l'heure, je vous ai dit, normalement là, on doit s'en sortir. J'appelle ça facile, ce n'est pas toujours facile, je le sais très bien, mais quand même. Là, par contre, ce sont des situations qui vont nous prendre un peu plus de temps. En fait, ce sont ces enfants-là qu'il faut nous envoyer en consultation douleur. Pouvoir, avec la famille et les soignants qui connaissent déjà l'enfant, tisser tout un programme pour arriver petit à petit à refaire un peu de place dans le cerveau. En fait. Je finis par un truc parce que c'est mon dada, c'est la migraine. Et du coup, je me suis demandé en préparant ce topo, vu quand même que la migraine, c'est dans la tête, je me suis demandé si les enfants qui avaient comme ça des pathologies de la tête ou du cou avaient souvent mal à la tête. Est-ce que c'était, est-ce qu'ils sont repérés? Est-ce que ça passe pour une maladie en elle-même? Est-ce que ça passe pour quelque chose qui est en lien avec leur douleur? Là, c'est vraiment, je me tourne vers vous. J'ai fait une seule diapo. En tout cas, c'est une maladie très fréquente. C'est la maladie douloureuse de l'enfant la plus fréquente, si on enlève les interventions chirurgicales, etc. Donc, ce sont des crises de maux de tête très intenses où l'enfant arrête ses activités, se couche. Et avec ça, soit il doit avoir des nausées, vomissements, soit il doit être gêné par le bruit. La migraine, c'est une maladie neurologique héréditaire. Les migraineux, ils ont des neurones un peu hypersensibles en quelque sorte. Et du coup, sous l'influence de facteurs déclenchants, que ce soit des facteurs déclenchants extérieurs, genre bruit, lumière, chaleur, sport, etc., ou que ce soit des facteurs émotionnels, ces neurones vont tout à coup se faire une espèce de dépolarisation et on va avoir une crise de migraine. Voilà. Donc, pour que ça marche, le système de la prise en charge de la douleur, il y a eu des acteurs importants de changement. Je vous ai parlé de toutes les études, mais il y a eu tous les plans douleur, toutes les circulaires. Et puis, ça reste une mobilisation vraiment importante. Chaque soignant doit au quotidien se mobiliser et être convaincu. Mais il y a aussi la société civile, et d'ailleurs, vous en faites partie, les associations de famille, les cellules des usagers, c'est quelque chose qui nous aide beaucoup pour faire bouger les choses. Il y a la loi qui nous aide un peu. Il y a quand même... alors, on n'a pas vraiment quelque chose qui nous oblige à prendre en charge la douleur, mais il y a quelques hôpitaux qui ont été condamnés pour non prise en charge de la douleur. Et en tout cas, il y a le serment d'Hippocrate, la loi Neuwirth de 1995, des circulaires que je vous ai mises là. Si vous voulez récupérer ce diaporama, bien sûr, je pourrais vous le faire passer. Les chartes de l'enfant hospitalisé, etc. On peut s'appuyer, on va dire, un peu là-dessus. Et ça reste quand même un engagement. Là, tout à l'heure, on a entendu cette maman qui disait que ça n'avait pas été génial pour son enfant. Je sais qu'au quotidien, il y a encore beaucoup à faire. Et vraiment, il faut se renouveler sans cesse. Les médecins changent dans les hôpitaux, les infirmières changent tout le temps. La formation, c'est vraiment quelque chose qui est... c'est notre troisième activité qui nous prend le plus de temps, c'est la formation. On passe notre temps et en unité mobile, on essaye d'aller partout tous les jours dans tous les services. C'est vrai que c'est un truc qui ne s'arrête jamais. Voilà, et pour finir, je vous montre quelques sites de ressources où vous pourrez trouver des données. Donc, le site de Pédiadol, qui est un groupe d'experts dont je fais partie. On vient de refaire notre site. C'est plutôt un site de professionnels en contenu médical, mais il est d'accès libre. Tout le monde peut, il n'y a pas besoin de code. Et on peut trouver, par exemple, vous trouverez toutes les échelles de la douleur dans la partie évaluation. Vous trouverez les protocoles antalgiques dans la partie médicaments. Vous trouverez, c'est une masse de documents extrêmement importante. Il y a des vidéos dessus, il y a tout un tas de choses. On a notre congrès qui arrive bientôt avec, on espère pouvoir maintenir une plénière sur place le 10 décembre à Paris. Mais du coup, fort de l'expérience du coronavirus, on a un e-congrès cette année, ceux qui veulent participer à distance. Donc, c'est plutôt un congrès de professionnels, mais là aussi, c'est quand même un niveau qui est compréhensible par des non-professionnels. Si certains d'entre vous veulent vous inscrire, vous pouvez le faire. On ne contraint pas les gens à être des professionnels de santé pour s'inscrire. Le site Sparadrap, j'espère que vous le connaissez. Et sinon, tant mieux, parce que ça va être une belle découverte. C'est le site
qui fait de l'information aux familles sur le confort, l'enfant hospitalisé et la douleur. Donc, il y a 3 onglets, un site pour les enfants, un onglet pour les enfants, un onglet pour les parents, un onglet pour les professionnels. C'est une banque de données énorme. Pour les enfants, il y a tout un tas de choses très, très, très ludiques pour eux, pour leur faire comprendre comment l'hôpital fonctionne, qui fait quoi, etc. Pour les parents, il y a tout un tas de choses pour expliquer à leurs enfants l'opération, comment on peut aider son enfant par les soins. C'est une mine, vraiment, ce site. C'est eux qui diffusent aussi, depuis des années, d'innombrables livrets d'informations pour les familles et pour les soignants. Et voilà, je vous engage vraiment, pour ceux qui ne le connaissent pas, à aller voir. Il y a le site du CNRD, qui est le Centre national de ressources et de lutte contre la douleur, qui s'occupait beaucoup de la douleur provoquée par les soins et qui maintenant devient un site d'information aussi pour le grand public, où vous pourrez aussi trouver beaucoup de choses, mais ça ne concerne pas spécifiquement l'enfant. Il y a l'enfant, mais il y a aussi l'adulte et la personne âgée. Le site de l'IASP, je vous en ai déjà parlé un peu. La SFETD, c'est la Société française d'études et de traitement de la douleur. Sur le site de la SFETD, il y a la liste de toutes les consultations douleur qui existent en France. Donc, il y a une carte de France sur le site, c'est libre aussi d'accès. Vous allez à l'annuaire, vous repérez l'endroit où vous êtes sur la carte et vous regardez où est la consultation douleur la plus proche. Il y a 280 consultations douleur adultes en France. Donc, ça couvre vraiment le territoire. Par contre, on n'est que 25 consultations douleur pédiatriques en France. Normalement, toutes les consultations douleur adultes doivent pouvoir au moins vous indiquer où est la consultation douleur pédiatrique la plus proche. Et puis, si vous ne savez pas, vous pouvez aussi nous envoyer un mail ici. On vous trouvera nos collègues les plus proches de chez vous. Il y a un site sur la migraine de l'enfant avec un onglet pour les enfants et leurs familles, un onglet pour les professionnels, mais tout est libre de droit aussi. Tout le monde peut aller partout dessus. Et on est en train de refaire ce site. On vient d'obtenir des fonds pour le faire. Donc, dans les semaines à venir, ça n'aura plus tout à fait cette allure. Ça parlera non seulement de la migraine, mais aussi de toutes les autres douleurs chroniques de l'enfant. Et ça sera libre de droit aussi pour toutes les familles et pour tous leurs enfants. Voilà. On ne sait pas encore comment il s'appellera, ce nouveau site. Mais quand vous taperez migraine de l'enfant, vous retomberez quand même dessus. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Un petit peu. Un petit peu, mais moi j'ai trouvé ça très intéressant. Je pense que je ne suis pas le seul. Merci pour cette présentation. Et on a encore quelques questions. Je pense qu'on va les reprendre en sens inverse. Donc d'abord une question de Madame Neos qui se demandait, puisque la douleur touche effectivement pas seulement les enfants, mais aussi les adolescents et les adultes, et s'il était possible d'aller en consultation à l'hôpital Trousseau si on a plus de 18 ans. Et je pense que peut-être la question peut être élargie plus largement hors de l'hôpital Trousseau. C'est vrai qu'en pédiatrie, on est plutôt sur les 0-18 ans. Quand on connaît déjà, par exemple, si un ado vient nous voir quand il a 15 ans ou 16 ans ou 17 ans, on ne va pas le jeter le jour de ses 18 ans. On va l'accompagner un petit peu tant qu'il en a besoin. Et puis, si on voit que ça va durer, et puis qu'il commence à avoir 19 ans, 20 ans, on va chercher un collègue d'une structure douleur adulte pour passer le relais. Pour venir nous consulter quand on a plus de 18 ans, ce n'est pas forcément la meilleure des choses. On ne le refuse pas forcément, mais on oriente vers nos collègues. Voilà, il y a d'autres équipes spécialisées en douleur chez l'adulte. Et comment on pourrait essayer parce que je pense que notre pathologie, c'est surtout pour des fractures ou des douleurs aiguës dont je parle, mais je dois avoir d'autres associations autour de moi qui doivent être concernées par ce type de douleur aiguë, et comment faire passer ce message, parce que pourquoi leur faire prendre de l'ibuprofène, même si c'est très bien, alors que de la morphine à un instant T pendant quelques jours, c'est peut-être plus efficace. Oui. Effectivement, il y a plusieurs problèmes avec la morphine. Il y a le problème que ça reste classé dans les stupéfiants.
Ouais, d'accord. Donc, ça veut dire utiliser une ordonnance sécurisée. Ça veut dire faire une prescription que les médecins en libéral et les pédiatres n'ont pas forcément l'habitude de faire. Et en pédiatrie, on n'est pas aidé par les formes galéniques, puisque pour l'instant, la plus petite forme sur le marché en pédiatrie, c'est de l'actiskénan à 5 mg. Sinon, il faut se servir des monodoses qui sont données aux adultes et extraire avec une pipette, ou alors des gouttes avec un compte-gouttes. Et la forme en gouttes de morphine, il y a plein de pharmacies qui ne l'ont pas en fait en libéral, parce que dans un flacon, il y a 400 mg de morphine, c'est beaucoup, alors que l'enfant va utiliser par exemple 10 gouttes en tout et pour tout en post-opératoire ou au moment d'une fracture. Et ensuite, la famille va se retrouver avec ce flacon avec les 400, les 397 mg qui vont rester. Donc, toutes ces raisons, ça fait plein de freins, plein de craintes qui pourraient être surmontées, hein. Et du coup, on travaille en fait avec le laboratoire Auramorph, pour ne pas dire son nom. Ça fait Oui, j'ai beaucoup de familles qui ont de et l'Oramorph ils dans vont leur cercle. déposer à l'agence du médicament une demande avec une nouvelle forme galénique avec des monodoses à 1 et 2 mg qui, je l'espère, vont être acceptés par l'agence du médicament. Le dossier maintenant est dans leurs mains depuis quelques mois. Donc, j'espère qu'on aura ces formes galéniques-là dans les semaines qui viennent et franchement, ça sera une grande avancée. Pour l'instant, c'est en sirop, l'Oramorph, c'est ça? Oui, on appelle ça du sirop, mais en fait, c'est un petit flacon avec un compte-gouttes. D'accord. Mm. Mais vous savez, on a le même problème au niveau des adultes, puisque c'est au niveau du poids qu'on donne de l'antalgique. Et pour des adultes qui pèsent moins de 50 kilos, Mais oui, c'est très compliqué aussi parce que enfin, moi, j'ai pu découvrir et j'essaie de diffuser l'information. On sait qu'on a du tramadol en effervescent. On a du tramadol aussi en gouttes. Mais c'est pas la morphine, quoi. C'est le mm. dérivé. Et juste pour finir sur les addictions, il y a plus d'actions au palier 2 que la morphine, hein. Ah oui, d'accord. Pourtant, la morphine est en palier 2. La morphine est un palier 3. Ah, d'accord. Et il Il y a faudrait plus arriver à d'addictions à la codéine et désacraliser. au tramadol qu'à la morphine, en fait. Voilà. C'est peut-être aussi parce que les gens en prennent plus, hein. Pas forcément que c'est plus addictif, mais ce sont des morphiniques quand même. Il faudrait désacraliser, en fait, puisqu'on voit bien ce que vous expliquez dans les molécules, c'est quand même plus intéressant, moi, je trouve. Mm. Merci beaucoup. Voilà, qui demandait dans la maladie de l'hypophosphatasie, je vais y arriver, cette maladie osseuse et dentaire, les enfants sont traités et reçoivent des injections sous-cutanées au moins 3 fois par semaine, qui sont réalisées la plupart du temps par les parents et qui font évidemment des moments douloureux, redoutés par la famille, même avec un EMLA patch, et qui du coup ils ont besoin de maintenir l'enfant et qui voulaient savoir comment on peut aider ces familles, quoi leur conseiller. Est-ce qu'il faudrait aller faire les injections à l'hôpital, mais qui ont déjà a priori beaucoup à l'hôpital, et c'est là qu'on a une jolie transition, est-ce qu'il est possible éventuellement de faire de l'hypnose à domicile? Donc, il y a beaucoup de questions en une seule. Peut-être que vous allez pouvoir commencer à répondre. Oui, mais c'est pas grave, ça se tient bien. Donc, en fait, ce que je ne sais pas, c'est qu'est-ce qu'on leur injecte, en fait. Et les enfants ont c'est une enzymothérapie Oui, qu'ils reçoivent en sous-cutané, minimum 3 fois par semaine, voire même tous les jours pour certains. Et d'accord. c'est un calvaire pour tout le monde et il n'y a rien qui est Ouais. fait pour ces familles-là, en fait. Et Et c'est le produit qui fait mal, en oui, fait? oui. L'aiguille fait mal et encore que rien par rapport à quand on commence à injecter. C'est la quantité aussi? Il y a une grosse quantité ou c'est le produit lui-même qui est douloureux? Je crois que c'est le produit, il a l'air assez épais, Non, c'est pas bon. assez difficile. D'accord. Alors, ce à quoi on pourrait réfléchir, je ne connais pas le produit, mais il faudrait voir. Si vous allez sur le site Pédiadol, vous allez voir qu'il y a une infirmière de Réa Néonat, Madame Darotin, Je commence ma conférence. qui a fait toute une étude sur les injections intramusculaires aux bébés de vitamines
qui était extrêmement douloureuse. Et donc, elle a protocolisé ça en mettant donc de la crème EMLA, puis en mettant une toute petite seringue, en injectant une petite quantité de lidocaïne, qui est donc un anesthésique local. Ensuite, en laissant l'aiguille en place et en injectant le produit douloureux après. Donc, la seule réserve, c'est qu'il ne faut pas que le produit injecté se mette en compétition d'une manière ou d'une autre avec la lidocaïne. Mais ça se vérifie avec les laboratoires. Alors, tout à l'heure, vous parliez justement des enfants qui ont tout enregistré dès qu'ils voient les aiguilles et tout ça. C'est exactement ça qui se passe. Là, vous êtes dans une situation de phobie des soins, oui, tout à qui fait. s'est installée. Et c'est vrai que c'est un peu pour ça que je vous ai montré toutes les études en pédiatrie sur la mémorisation de la douleur et l'importance de la prise en charge dès les premiers soins. Donc, quelqu'un va parler de l'hypnose. Après, je vois d'ailleurs qu'il est là, Yanné Descroix. C'est des méthodes qui sont tout à fait intéressantes à utiliser en pédiatrie. On peut faire de l'hypnoanalgésie avec les enfants. On peut leur apprendre à faire de l'auto-hypnose. On fait ça dans notre service. Et puis, il va vous indiquer tout un tas d'autres personnes, j'imagine, qui peuvent faire ça. Mais peut-être aussi, ce qu'on fait dans notre service, on fait des consultations spécifiques pour la phobie des soins. Parce qu'il faut déjà essayer de comprendre avec l'enfant et sa famille comment les choses se sont installées. C'est un peu long. On fait des consultations à 3, en tout cas au moins à 2 personnes, une des psychologues de notre service et une infirmière, et parfois un médecin avec, selon les situations. Et on essaye de décrypter un peu avec l'enfant et sa famille ce qui ne va pas, pourquoi ça s'est passé comme ça, comment ça s'est passé. Et ensuite, on fait un petit programme de ce qu'on pourrait mettre en place pour faire une désensibilisation en quelque sorte, avec ou non l'utilisation de l'hypnose ou d'autres moyens. Il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites avec les enfants. Merci.